Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne. Je rentre de l'escalade, je suis éclaté, mais je voulais vous faire une petite vidéo vite fait d'update. Je voulais parler de plusieurs sujets et vous montrer aussi, ça je vous le montre maintenant, que le site de Dubsy a été refait par K1 et il est vraiment stylé. Et voilà, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Si le projet vous intéresse et que vous suivez la chaîne par rapport à ce projet, n'hésitez pas à aller voir et à consulter les pages pour comprendre un petit peu mieux la mission et comprendre aussi les enjeux en fait que peuvent aider à résoudre un projet comme Dubsy et permettre en fait à des employeurs d'économiser de l'argent parce qu'un employé qui est pas heureux dans une entreprise coûte de l'argent. Bref, c'est pas tout le sujet de la vidéo. On peut parler de Dubsy maintenant, comme ça c'est fait en vérité. Aujourd'hui, j'ai pas eu énormément de temps pour faire avancer le projet. J'ai fait un petit thread sur Twitter où il y a, où j'explique un petit peu. Je vais essayer de poster tous les jours du coup sur Twitter si je peux, au moins un thread le soir sur ce que j'ai pu faire dans la journée. Donc j'ai mis ça sur Twitter. En gros, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai pu décider de l'architecture vraiment importante du partage et des contrats dans mon projet. Donc mon projet, il faut imaginer qu'il y a une partie front, donc la partie que les utilisateurs ils utilisent et qui naviguent en quelque sorte, et la partie back-end, qui est la partie qui reçoit les données, traite les données, renvoie des données, etc. C'est la partie où tout se passe finalement. Et donc cette partie-là et la partie front, elles ont besoin de communiquer entre elles, sauf que cette communication, elle n'est pas typée, en gros, il n'y a pas vraiment de contrat entre eux. Donc il existe plusieurs solutions pour répondre à cette problématique et moi j'avais envie d'utiliser j'avais une idée en tête de comment est-ce que je voulais faire ce truc-là, une idée que ça fait un moment que je creuse avec ChatGPT et j'ai fini par arriver à un résultat qui me convient vraiment et qui me semble moins compliqué à mettre en place que certaines autres, réponses à cette problématique. Pour répondre à cette problématique, du coup, il y a des protocoles et des systèmes, des technos qu'on peut mettre en place comme TRPC, donc TRPC. Voilà, TRPC, c'est une solution qui permet de faire ça, quoi. Ça me faisait une techno de plus à apprendre encore, j'avais pas vraiment le temps de me plonger dedans, donc j'ai choisi de faire sans ça. Une autre solution, c'est d'utiliser tout simplement GraphQL, et GraphQL permet aussi d'avoir un système qui permet d'exporter les types en fonction des différents schémas du back-end. Donc votre source de vérité devient votre serveur et votre back-end, vous avez vos routes, vos chemins d'accès, etc. Et avec une commande, on peut exporter un fichier qui est utilisé par le front-end et qui permet de savoir les différents chemins d'accès, quelles données est-ce qui y renvoie, etc. et d'avoir des types. Moi, j'ai fait un espèce de système que j'ai pas trop vu en ligne, qui est un espèce d'entre-deux où en fait j'ai un package ici avec des types partagés et j'ai mon front-end et mon back-end. Donc là, j'ai mon front-end et là, j'ai mon back-end. Ce package ici, il contient un dossier shared type, et lui, ce dossier, il contient après des types que j'utilise et dans le front et dans le back. Pour le moment, ces fichiers, par convention, j'ai décidé de les nommer schema, et en gros, ici, mon questionnaire.schema, il contient et des types ZOD qui vont être, enfin des schémas ZOD qui vont être utilisés dans mon front-end pour valider la donnée que je reçois du back-end, potentiellement par exemple, ou aussi pour gérer mes formulaires. Et derrière, je vais pouvoir, en utilisant ces schémas, créer des types. Et ces types-là, je peux aussi les utiliser dans le back-end, que ce soit pour soit diriger et dire la forme de la donnée que je veux retourner et envoyer à mon interface, et aussi m'en servir de validateur pour mes données. Si je vous montre un exemple très concret, très rapidement, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails du code ce soir, ici dans mon back-end, un, j'ai un validateur sur ma route en poste. Donc quand quelqu'un soumet mon formulaire de création de questionnaire, ici j'ai un validateur qui est un questionnaire DTO qui utilise le système de validation de Nest.js qui est un class validator, enfin class transformer, class validator, tout ça, et lui, il implémente le type qui vient de mon dossier de contrat partagé en fait. Donc ce type-là, on voit là que c'est un fichier des packages, et donc ce type-là, il vient de ce fichier que je vous ai montré avant, et il assure le back-end qui soit obligé
de définir toutes les propriétés dont il a besoin. L'approche, elle est quand même pas mal, et en vrai, elle est peut-être même encore améliorable, parce qu'au lieu d'utiliser les classes validateurs dans Nest, je pourrais aussi utiliser directement la validation avec Zod. Bref, c'est quelque chose que je verrai plus tard, mais il y a un monde où ça s'utilise comme ça. Autre sujet qu'on peut aborder ensemble, c'est que ce matin, j'avais une réflexion aussi un petit peu avec mon lead dev, où on parlait de l'utilisation de l'IA dans le dev et des nuisances potentiellement que ça peut apporter. Il y a certaines nuisances qui viennent avec l'utilisation de l'IA. Il y en a une qu'on peut voir tout de suite et que j'ai eu avant de tourner cette vidéo, ce qui d'ailleurs m'amuse un peu, que moi je ressentais pas trop, mais j'ai vu déjà GraphiCart et j'ai vu Primagen en parler. En gros, le problème, c'est que potentiellement, quand vous faites, quand vous écrivez avec l'IA dans l'éditeur de code, vous attendez après le code. Ça veut dire que là, si je fais export const, voilà, potentiellement, en fait, au lieu d'écrire directement ce que je voulais écrire, je vais lire ce que l'IA m'a proposé, et en fait, très régulièrement, je suis coupé dans ce que j'étais en train de faire. Alors moi, ça me gêne pas, parce que globalement, je trouve qu'elle est assez pertinente dans la plupart des cas, et aujourd'hui, les modèles sont assez rapides pour proposer une expérience qui est fluide et qui me coupe pas trop dans mon travail, mais c'est pas forcément toujours le cas, et il y a des moments où, des fois, elle va pas vous proposer ce que vous voulez, ou elle va baragouiner, et en fait, vous allez perdre potentiellement 30 secondes à essayer de lutter avec, à attendre, à dire: «Est-ce qu'elle va comprendre ce que je veux faire? Vas-y, est-ce que tu vas me proposer quelque chose?» Au lieu de directement écrire le truc que vous auriez dû écrire, mais comme vous y avez pas réfléchi en entier directement, et bah, vous avez une petite perte de temps à ce niveau-là. Un autre sujet, c'est que pour faire de la conception, moi par exemple, bah, du coup je vais remettre mon écran, j'utilise vraiment beaucoup de ChatGPT récemment, et je creuse des sujets, soit très précisément, soit en sachant directement ce que je vais lui demander, et cetera. Le problème de ça, c'est que on a très vite fait, et c'est pas forcément un mauvais réflexe, d'avoir ce réflexe qui est de demander à l'IA directement, OK, je veux faire ça, comment est-ce que je le fais? Ce truc-là, ça, quelque part, impacte votre capacité à comment dire? Vous prendre la tête et vous cogner la tête contre le problème, et à vous acharner un peu dessus avant de trouver la solution. En gros, potentiellement, l'IA va vous proposer tout de suite une solution, donc vous réfléchissez plus vraiment, vous avez tendance à, directement implémenter ce que ChatGPT vous donne, ce qui peut d'ailleurs être une connerie. Hem, Moi, je suis pas sûr que ce soit un problème. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul, mais il y a quand même déjà des premières études qui étaient sorties sur GitHub, il me semble, ou sur GitLab, qui disaient que, a priori, avec l'IA et avec le fait que les développeurs utilisent certains l'IA à balle sans vraiment trop checker ce qui se passe derrière, ou sans chercher à avoir des good practice, la qualité du code des repositories s'était dégradée énormément. Donc il y a un il y a vraiment en fait il y aurait un impact à ça. Maintenant, je pense que si vous en avez la bonne utilisation, il y a aussi énormément d'avantages à l'utiliser de cette façon-là. Tout simplement parce que, en fait, les parties, que vous comprenez déjà, ou vous savez déjà comment faire, ou vous avez déjà une idée très précise, ça va vous permettre de voler au-dessus super rapidement, et de passer directement à la partie que vous comprenez pas. Typiquement, je veux faire un setup de monorepository, je sais comment je veux le faire, j'ai globalement une assez bonne idée de comment est-ce que ça fonctionne et tout, mais je sais pas forcément l'implémenter directement. Du coup, quand je vais demander, le code qui va m'être proposé, ça me parle, je sais de quoi ça parle, je sais à peu près comment c'est fait, et je peux m'appuyer dessus. Et ce que moi j'aime bien, c'est que du coup, ça me permet d'identifier tout de suite les parties que je comprends pas et d'aller les creuser directement. Donc pour moi, il y a aussi cet avantage qui est de dire: «Aujourd'hui, je perds moins de temps avec les parties que soit je connais un peu, soit que je connais bien, assez en profondeur en fait, ou moi l'implémentation, je m'en fous un peu de comment c'est fait». Je parle en termes de, les caractères qui vont être utilisés, les bonnes pratiques, oui, c'est important et je vais vérifier, mais retenir comment est-ce qu'on écrit, tel truc, dans une API, je m'en fous en fait. Qu'est-ce que j'aurais fait, si j'avais pas eu ChatGPT? J'aurais été voir, la doc,
la doc de Next.js et j'aurais été regarder c'est quoi, comment est-ce qu'on fait tel truc. Je sais déjà que ça se fait, je sais déjà que ça existe, juste je vais devoir aller chercher dans la doc, c'est chiant. Là, tout de suite, je vais avoir la réponse et toute cette partie-là qui m'intéresse pas et que je sais déjà faire, on passe au-dessus. Et du coup, par ce gain de temps, là où je vais pas perdre 40 minutes à aller chercher des conneries que je sais déjà, et ben, je vais pouvoir tout de suite passer au corps de ce que je connais pas et m'attaquer à ça. Donc dans la complétion, quand je vais avoir des trucs, ah bah par exemple, imaginons utilise React Query, je vais dire mais attends, pourquoi t'as pas utilisé UseEffect? Je comprends pas React Query, qu'est-ce que c'est? Et du coup, là, il va m'expliquer React Query, je vais me dire: «OK, c'est bizarre ce truc-là, je connais pas». Je vais aller regarder sur YouTube, je vais retourner sur ChatGPT, je vais dire: «OK, je comprends mieux, ça a l'air bien. Explique-moi, genre, en quoi c'est mieux?» Donc là, il va me donner dans les grandes lignes pourquoi c'est mieux. Et comme ça, je vais pouvoir creuser tout de suite un sujet et augmenter ma connaissance globale du dev, sans pour autant, avoir à apprendre tous les petits détails, mais je vais pouvoir avoir une connaissance plus globale. Et de toute façon, pour moi, l'IA, c'est pas prêt de partir et je pense que il va y avoir un avantage et Lucky Me, en quelque sorte, moi, c'est ce que j'aime apprendre énormément de choses, donc tant mieux. Mais j'ai l'impression qu'avec l'IA, le dev va aller vraiment dans cette direction parce que l'implémentation, il y a de plus en plus de bots qui la font et qui la font correctement en plus. Enfin, franchement, le code produit, par un développeur qui utilise Bolt, V0, Cursor et cetera, l'implémentation du code va pas être dégueulasse au final. Donc les outils là-dessus, c'est sûr, ils vont s'améliorer, ils sont déjà très bons et du coup, il vaudra mieux savoir tout ce qui est possible de faire et comment est-ce que ça doit être bien fait pour vérifier que le travail il est bien fait, plutôt que de retenir toutes les API, toutes les documentations, comment ça s'écrit et cetera. Autre sujet du coup, il y a quand même avec l'IA aussi un vrai enjeu de se tenir à jour sur les différents sujets de dev. En gros, la veille, ça va devenir, plus que jamais important. Je ne sais pas si pour les devs qui utilisent ChatGPT, vous avez peut-être déjà remarqué, mais l'IA en gros a des très gros biais, concernant l'implémentation. Surtout, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut voir énormément avec Next.js. Next.js qui est un framework, surutilisé et un des plus gros frameworks JavaScript aujourd'hui, et bah, quand, vous faites une demande à ChatGPT de complétion, si vous l'avez pas prompté pour, éviter ce problème-là, dans la plupart des cas, la complétion va utiliser par exemple le, PageRouter. Le PageRouter, c'est un ancien paradigme de Next.js qui n'est plus utilisé, on va dire qui est en train d'être deprecated pour, utiliser ce qu'on appelle l'AppRouter. Ça, du coup, c'est marrant parce que la première solution qu'il va vous proposer, c'est pas la bonne. Enfin, c'est pas la bonne. C'est une solution qui est fonctionnelle. Donc, en plus, ce qui est c'est ça le problème, c'est que ça va fonctionner et donc un développeur qui est peut-être junior ou qui fait pas assez de veille, va potentiellement dire: «OK, cool, ça marche» et il va l'implémenter, sans savoir qu'il est en train de se loquer dans, dans une problématique où qu'il va devoir en fait, finalement, il va mettre un code que dans 2 semaines ou 3 semaines ou 2 mois, j'en sais rien, quand il va se rendre compte qu'en fait, c'est plus comme ça qu'on fait, il va devoir updater ce truc-là. Et donc ça d'ailleurs, c'est une idée de projet qu'on avait avec mon lead, de chercher à améliorer un peu cette veille et à la rendre plus interactive et plus facile, pour les gens. Bref, en gros, le projet, je suis content parce que ça me challenge techniquement, j'apprends des nouvelles choses, je prends confiance, je mets en place des choses, je peux en discuter aussi avec d'autres techs et avoir leurs avis dessus. Je me rends compte que ce que j'ai fait pour le moment, c'est pas déconnant et que moi, la solution me paraît simple. Je me dis que quand même après, il y a, d'autres choses, que j'aimerais mettre en place après sur le projet techniquement. Pour le moment, je reste en terre connue avec, des frameworks que je maîtrise assez bien, mais il y a d'autres, frameworks en ce moment qui m'intéressent et je me dis que j'aimerais bien les utiliser. Typiquement, je crois que je sais plus si j'en ai parlé hier, mais, faire une installation avec Deno 2, avec, Adonis.js et avec, Next.js, en gros complètement en ESM, sans, toutes les configs de TypeScript et cetera. Enfin, c'est vraiment prometteur comme installation et je me dis qu'il y a un monde où c'est vraiment très, très stylé parce que, vous pouvez partager votre code sans avoir à exporter en CJS, faire des merdes et tout. Tout ça, on oublie et on fait des trucs modernes et on arrête de se prendre la tête avec des configs TypeScript, du build, toutes ces merdes, genre ça disparaît avec des Node 2 potentiellement. Donc voilà,
C'est un peu tous les sujets, du jour. Je vois que aussi, avec la fatigue et avec le fait que je travaille beaucoup, j'ai une petite habitude vite fait de doom scrolling qui est en train de se créer des fois. J'essaye de pas me je m'en soucie pas trop. Après, quand je dis doom scrolling, c'est 15 minutes, mais c'est 15 minutes de trop pour moi, d'être sur Insta à regarder du contenu de merde. Mais aussi, enfin, en vérité, je me rends compte que c'est quand même bien de se relaxer. Mais je préférerais me relaxer en écoutant des podcasts de JS. Enfin, le problème, c'est que c'est pas supportable sur le long terme. Enfin bref. Je vous laisse avec ça pour ce soir. Demain, c'est une jour non, pas demain. Mercredi, c'est une journée maintenant qui appartient à mon projet de psy, puisque je suis passé en 4/5e dans ma mission et je vais pouvoir charbonner à fond. Demain matin, j'espère pouvoir aussi faire avancer un petit peu mon projet. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve, demain ou après-demain dans la prochaine vidéo. Ciao.